bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Diana, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Alors dans ce podcast, comme à chaque fois, une personne racisée va venir parler des livres qu'elle lit, qu'elle a lus, qu'elle a aimés, et aussi de son rapport au livre, son rapport à la littérature et à la représentation, parce que c'est toujours important. Alors, vu la situation du moment, c'est un peu un contexte bizarre et nouveau. On n'est pas dans les super studios Majorelle et leur gentillesse, leur technique surtout va nous manquer. Donc on fait ça un peu à distance. Et comme vous pouvez le voir à côté de moi, normalement ici, nous avons notre 50e invité déjà, qui va nous parler non seulement des livres qu'elle lit, qu'elle aime, mais aussi du livre qu'elle a écrit. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une première, qu'on ait quelqu'un qui vient nous parler du livre qu'elle vient de sortir. Donc, eh bien, bonjour Nesrine Slaoui, merci d'être là. Bonjour. Merci surtout pour l'invitation. Je t'en prie, ça faisait un petit moment en plus qu'on voulait parler avec toi. Et puis, du coup, la sortie de ton livre est une très bonne excuse pour nous. Voilà. Alors, donc, le livre, il faut quand même qu'on en parle. Alors, il va être à l'envers ici, mais il s'appelle Illégitime. Il est sorti le 6 janvier aux éditions Fayard. Donc, on va en parler tranquillement également. Et puis, pour cet épisode, tu as choisi de ramener, tu as à côté de toi le livre que tu lis actuellement qui s'appelle Les Impatientes de Djellali Hamidou Jamal. C'est ça? Oui, c'est ça, qui est prix Goncourt des lycéens, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Alors, les références de ces deux ouvrages et de tous ceux dont on va parler pendant la discussion seront en description de l'épisode et également sur le site dialna.fr avec tous les détails. Et pour le moment, place à Nesrine dans Jamais sans mon livre. Alors, non, je ne l'ai même pas dit d'ailleurs, j'allais dire comme je le disais, mais non, je ne l'ai pas dit, tu es journaliste. Et tu viens donc de sortir ton premier roman. Alors, d'ailleurs, justement, est-ce que tu le définis toi comme un roman ou comme comment on pourrait définir? En fait, c'est pas de la fiction? Non, c'est pas de la fiction, mais je me suis demandé d'ailleurs si un roman c'était forcément de la fiction. Parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit des romans, surtout des hommes blancs, qui ont écrit des romans qui sont totalement autobiographiques. Et la question ne s'est jamais vraiment posée pour eux si c'était un roman si c'était de la fiction, de la réalité plutôt. Non, moi c'est totalement, la matière est autobiographique. Et j'ai mis roman parce que je voulais écrire des personnages en fait. À vous de me dire si j'y suis arrivée, du coup, à ceux qui l'ont lu et à toi notamment. Mais je voulais vraiment que ça soit des personnages plus qu'un récit autobiographique, c'est-à-dire en quelque chose qui ne parle que de moi en permanence. Je voulais vraiment créer le personnage de ma mère, le personnage de mon père, le personnage de mon cousin. C'était important pour moi de leur donner un peu plus d'étoffe. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le nom de roman. Et c'est vraiment parce que moi, j'ai essayé de me détacher de l'écriture journalistique. Ouais. Je pense qu'à certains passages, ça reste encore ça revient présent. Un peu parce que ouais, je pense parce que de toute façon c'est mon premier roman, donc je m'entraîne aussi à me parfaire dans l'écriture. Donc je pense qu'il y a encore des fois où ça reste journalistique, où il y a ces réflexes-là de donner des chiffres, par exemple, et ça c'est très journalistique, c'est vraiment des formations professionnelles. Mais dans la majeure partie de l'œuvre, ce que je me suis attachée à faire, c'est vraiment raconter les personnages, des descriptions physiques, des descriptions de paysages, etc. Donc moi, mon écriture, elle voulait se rapprocher de ce genre-là. Mais justement, ça ajoute un côté un peu hybride qui finalement illustre bien le propos. Puisque, donc, comme on le dit, c'est un peu ta vie, en tout cas ton parcours depuis ton enfance dans le sud de la France, dans le Vaucluse, et ta détermination à poursuivre aussi des études dans lesquelles tu n'étais pas attendue, pour faire un métier dans lequel tu n'étais pas attendue non plus. Et c'est tout ce rapport à le fait d'être à sa place ou de ne pas être dans un endroit qui attend de toi d'être là, en fait, tout simplement. Et donc, ce que je disais, effectivement, cette écriture qui retombe dans le journalisme, parfois qui est dans vraiment l'écriture pas fictionnelle, mais de récit en tout cas. Je trouve que ça illustre justement ce que tu es. Parce que finalement, on est plusieurs à être un peu, on fait partie un peu de différentes classes, de différents milieux. Et je trouve que justement, le fait qu'il y ait ce qu'on peut voir comme un travers de retomber dans l'écriture journalistique apporte quelque chose justement de différent, d'unique en fait. Ouais, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. C'est ça en fait, c'est qu'il y en a qui vont le voir comme un défaut, d'autres qui vont encore plus comprendre le propos à travers cette double écriture en fait. Donc je sais pas vraiment encore s'il faut que je le corrige ou s'il faut que je l'accentue pour le prochain.
Mais en tout cas, pour ce roman-là, c'est totalement assumé. Enfin, on a fait des relectures, il y a eu des corrections, et moi, je l'ai relu plusieurs fois. Donc, si on l'a laissé tel quel, c'est qu'on a estimé que ça marchait quand même comme ça. Voilà. Mais ouais, moi-même, je me suis rendu compte que j'avais ce réflexe de revenir à l'écriture journalistique, factuelle, donc, du coup. Oui, voilà. Donc, comme je disais, tu racontes ton parcours, mais tu racontes aussi l'histoire de tes parents, de ton grand-père. Donc, une partie de l'histoire de l'immigration, en l'occurrence marocaine, en France. Mais finalement, elle peut ressembler à l'histoire de l'immigration de plein d'autres communautés. Tu parles aussi de comment il est difficile de rester soi-même ou d'être soi, en tout cas quand on bascule d'un milieu à un autre. Est-ce que du coup, c'était vraiment, j'imagine que oui, mais tu vas le dire à ta manière, peut-être pas d'ailleurs, c'était un besoin du coup quasiment vital, enfin vital peut-être pas, mais en tout cas assez naturel que de raconter ce par quoi tu es passé au-delà des événements et des remarques condescendantes ou un peu désagréables, carrément désagréables que tu as eues. Il y avait ce besoin de, pas de justifier, mais tu vois, de vraiment raconter ça. Parce que ça n'a pas été forcément raconté beaucoup. Bah, en fait, exactement, c'est déjà parce que moi, j'adore ce genre littéraire. Enfin, c'est pas vraiment un genre, mais cette démarche littéraire. Tu sais, comme a fait Didier Ribon, par exemple, comme Annie Ernaux, comme Edouard Louis. Moi, c'est des livres qui m'ont aidée parce que je me suis reconnue. Et c'est tout bête. Après, je n'estime pas avoir leur talent ou je ne me hisse pas encore à leur niveau, mais c'est ce truc-là de me dire, ben, j'ai pas encore trouvé le récit d'une femme issue de l'immigration maghrébine qui a vécu le même parcours et qui fait exactement en fait le même cheminement. Nassir Al-Moadem l'a fait dans Retour à Romorantin, mais elle n'avait pas vraiment pensé à ce livre justement en lisant. Voilà, oui, qui a la même démarche, mais elle n'avait pas vraiment fait avec sa famille, elle avait plus fait avec une amie. Donc il y avait un côté intime forcément, et moi j'ai adoré ce livre et il est très bien écrit. Mais moi je voulais aller encore un peu plus loin, vraiment dans mon intimité personnelle et aller fouiller du côté de mon grand-père. En fait, c'est ça, moi, qui m'a. Au-delà de raconter mon parcours, enfin, j'espère, en tout cas, c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire, je voulais être qu'un prétexte dans le livre pour raconter d'autres choses, notamment pour raconter donc l'histoire de mon grand-père, son arrivée en France, la violence, par exemple, du système médical parfois contre nos parents et nos grands-parents quand ils parlent mal français, parce qu'il y a un chapitre sur mon père qui vit justement, qui subit ce syndrome méditerranéen, comme on l'appelle. Donc, en fait, moi, je voulais être un prétexte, c'est-à-dire qu'au lieu de raconter mon parcours comme une réussite et comme une ascension sociale fulgurante et qu'à la fin, on m'applaudisse, je voulais faire un peu l'inverse, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut m'applaudir ou est-ce qu'il faut au contraire voir à quel point il a fallu un peu se changer et se travestir et s'éloigner des siens. Donc, il y avait cette idée aussi de renouer avec eux parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas passé autant de temps en fait chez mes parents depuis que je suis partie du Sud. Là, j'ai passé, c'était quasiment 2 mois le premier confinement. Donc, j'avais jamais passé autant de temps dans ma ville d'enfance chez mes parents et j'avais tous ces questionnements en tête. Je pense qu'on a tous beaucoup, beaucoup réfléchi pendant le premier confinement au sens de nos vies. Donc, voilà, donc moi c'est mon introspection de confinement en fait. Et donc ouais, non, par contre ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire sur ce sujet des transfuges de classe. Moi je préfère l'expression, je le dis dans le livre, de chevaux à bascule de Fabien Tuan, parce que des fois dans l'expression transfuge, transclasse, il y a cette notion qu'on a trahi les nôtres. Moi j'ai plutôt l'impression, il y en a quand même beaucoup à avoir cette impression, qu'on est quand même les deux pieds enfin un pied dans chaque milieu. Ah oui. Voilà. Et que c'est pas... À une époque, on parlait plutôt d'ascension sociale, de mobilité sociale, tu vois. Et puis ça s'est un peu, le terme s'est un peu transformé. Et c'est vrai que moi, transfuge de classe, c'est un terme que j'apprécie plus que ça, quoi. Oui, en fait, c'est le terme qui est communément admis et c'est un peu un terme qui est devenu à la mode. En fait, le sujet est devenu à la mode, il faut l'avouer. Mais moi, je trouve que Fabien Truand, en plus, il a écrit c'est un sociologue qui a écrit plein de livres là-dessus, notamment Jeunesse française, qui parle justement des jeunes qui ont fait Sciences Po et de comment ça se passe après Sciences Po et cette transformation-là à Sciences Po. Donc, et il utilise cette expression, il dit des chevaux à bascule. Et c'est vraiment comme ça que je me sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas être bourgeoise et j'ai l'impression de ne plus être totalement populaire, mais pour autant, je suis pas vraiment un mélange des deux. C'est-à-dire ça ne va pas tout le temps ensemble. Donc il y a des fois où je suis plus parfois c'est l'un, l'autre, et ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est en fait c'est un livre qui essaie de raconter ça et de ce que c'est en fait les deux moules, ce que c'est le moule populaire et ce que c'est le moule bourgeois en fait.
Alors, moi, à titre personnel, au-delà, bien sûr, j'aurais presque aimé, en fait, un roman entier sur l'histoire de tes parents, de ton grand-père, etc., parce que ça vaut le coup, et peut-être que ce sera un autre livre plus tard pour toi, mais bon, bref, ces histoires-là, elles valent vraiment le coup d'avoir une œuvre complète. Mais ce qui m'a touchée et marquée, c'est ton passage sur les études. Parce que forcément, ça renvoyait à quelque chose de personnel chez moi. Bon, on va pas raconter ma vie longtemps, mais j'ai fait 4 mois d'hypocagne que j'ai abandonné parce que la violence sociale, justement, était telle que, voilà, j'ai dit non, en fait, je suis pas venue ici pour souffrir, comme dirait l'autre. Euh, et j'ai réalisé, en fait, en te lisant, et puis j'ai passé le concours Sciences Po, du coup, l'année d'après, mais sans vraie préparation, donc clairement, je me suis plantée, hein, et je suis restée à la fac. Et j'ai réalisé en te lisant que tu avais cette détermination, en fait, depuis, du coup, depuis quand? Depuis assez jeune, j'ai l'impression. Depuis la sixième, ouais. Ouais, donc tu Ouais, savais depuis la déjà que ce sixième. métier-là de journaliste, c'était ce que tu voulais faire et il te fallait passer par cette école-là pour le faire. C'était déjà Exactement. ancré en toi. Oui, c'était ancré, mais ça, c'est la. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman formidable qui croyait en moi avant que moi, je ne crois en moi. Donc, Ouais, c'est. donc moi, voilà, ça c'est je pense que c'est ça qui m'a autant donné de la force et de la détermination. C'est que moi, quand j'ai voulu être journaliste après vraiment ce qui s'est passé en 2005, la mort de Ziad Bougha dans un transformateur EDF alors qu'ils étaient poursuivis par la police, c'est vraiment moi le truc qui m'a fait en fait déjà m'intéresser aux médias parce que c'est l'époque, la sixième, où je commençais à regarder les journaux avec mes parents, tout ça, où on commence à avoir connaissance des médias, même à l'école, on commence à les étudier, etc. Et en fait, c'est vraiment ça, moi, qui me dit, mais c'est fou quand même qu'on parle de nous comme ça, et c'est fou que les quartiers populaires soient aussi mal racontés. Et puis moi, comme j'ai grandi en campagne, je me reconnaissais pas du tout dans le récit des quartiers populaires des grandes villes, qui, je pense, de toute façon, et en ayant fait des enquêtes là-bas, c'est pas du tout ce qui est raconté de toute façon médiatiquement. Et il y avait trop de déchirements, et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a personne qui raconte nos histoires, en fait? Et déjà, en fait, j'ai une réflexion, elle n'est pas nouvelle, ma réflexion. On est des centaines à se les poser. Il y a plein de gens qui ont fait des projets avec cette réflexion-là, bien avant moi. En fait, moi, je suis juste héritière de cette réflexion de elles sont où nos histoires? Donc voilà, j'ai voulu être journaliste pour ça. Et on m'a dit donc très vite que Sciences Po, c'était trop loin, trop compliqué. Puis en plus, moi, le fait d'être à 700 km de la capitale, ça a beaucoup joué aussi. C'est-à-dire que Sciences Po, au-delà d'être loin sociologiquement parlant, d'être Oui, loin de ma classe, géographiquement aussi, oui. voilà, c'était juste à l'autre bout de la France aussi C'est pour un moi. voyage, quoi, ouais. Voilà, exactement. Donc on a beaucoup essayé de me dire que c'était pas possible, pas faisable. On m'a humiliée en classe. Moi, j'ai des souvenirs d'une prof d'anglais. On est en plein cours et qui me disait non, mais tu ne feras jamais Sciences Po, c'est pas comme pour les gens comme toi. Et elle me dit ça devant, on est 30, quoi. C'est une classe de terminale. Et c'est violent quand on essaie de briser votre rêve comme ça. Et puis surtout, je le raconte dans le livre que j'ai raté les concours. J'ai raté deux fois les concours avant de réussir celui de Sciences Po Grenoble. Et heureusement, en fait, que j'ai pas lâché, parce que sinon, je ne vois pas d'autre manière d'être journaliste maintenant que de faire des écoles de journalisme et de faire ce parcours-là. Malheureusement, le métier est tellement fermé sociologiquement que c'est très, très dur d'être en autodidacte. Il y en a qui arrivent et qui, bravo à eux, ils ont une force. Ouais, non, mais vraiment, c'est très compliqué quand. Même pour toi, tu vois, j'imagine que quand tu essaies de créer un podcast, quand tu essaies de faire quelque chose qui est médiatique, en fait, c'est très compliqué parce que c'est tellement un sérail particulier. Ah bah tu le fais dans ton coin au final, mais c'est pas viable non plus sur le long terme. Mais bon, ça c'est voilà, en fait. c'est une discussion qu'on pourra avoir pendant des heures. Mais ce qui m'a, du coup, on n'est pas tout à fait de la même génération quand même. Et ce qui m'a, j'ai eu deux réactions en fait quand je lisais ton parcours, notamment au niveau de tes études. C'est que d'un côté, j'avais une certaine tristesse de voir que les choses ne changent pas, que quasiment à, je sais pas, 15 ans d'écart, tu es passé un peu par les mêmes choses par lesquelles je suis passée, les mêmes réflexions, et que tu en as eu plus parce que du coup, tu as continué, tu as persisté grâce à cette détermination. Mais que Après, je peux juste te couper ou pas? Bien Parce sûr, qu'en fait, justement, c'est pas. C'est juste que je veux pas non plus qu'on dénigre ceux qui ont arrêté, que ce soit toi ou les autres. Tu non, vois. bien sûr, bah, oui, non. C'est-à-dire, non, je dis pas que c'est ce que tu dis dans le propos, mais moi, j'ai peur que dans mon livre, on l'interprète mal en me disant, regardez, moi, je suis allée au bout malgré tout. Ah non, il n'y a pas du tout de ça, non, non, ouais. Voilà, alors qu'en fait, j'ai même le truc, des fois, je me dis, mais si j'avais arrêté, est-ce que finalement, j'aurais pas sauvé ma santé mentale? Oui, bah, c'est ça.
j'aurais pas eu autant. Après, j'ai beaucoup perdu confiance en moi, j'ai eu des problèmes, etc., psychologiques, etc. Donc tu vois, je comprends aussi le fait qu'on abandonne et qu'on se dise flemme, en fait, j'ai pas envie. Se préserver, tu vois, c'était vraiment pour Totalement. se préserver que tu te dis, bah non, je vais pas m'infliger ça. Parce que moi, j'avais pas cette détermination que tu avais, même si le métier de journaliste était quelque chose auquel je rêvais, je me suis dit très tôt, c'est pas pour moi, parce que je voyais pas de femmes comme moi et que vraiment dans ma tête, quelqu'un de banlieue, une femme maghrébine, ça ne faisait pas journaliste. Donc tu vois, je suis même pas allée plus loin que ça. Et honnêtement, on va faire 5 minutes sur mon parcours, mais j'ai tenté, j'ai fait cette hypocagne juste parce qu'une copine, au moment de remplir le dossier, c'était Ravel à l'époque sur Minitel, tu vois, donc c'était il y a longtemps, me parle, tu sais, il y a des classes préparatoires, hypocagne, machin, j'avais jamais entendu parler. Je fais le dossier en 5 minutes, je trouve des lycées dans les environs. Enfin, vraiment, j'ai fait ça à l'arrache sans savoir ce que c'était, parce qu'on m'en avait jamais parlé. Et bien qu'étant bonne élève au lycée, personne ne m'a jamais parlé de ces études-là, tu vois. Donc déjà, tu débarques dans un truc que tu ne connais pas. Et j'arrive là, enfin, vraiment, moi, c'est la première fois que j'ai vécu le racisme à l'école. Tu vois, alors quand j'étais au lycée en banlieue, il y avait des profs racistes, bien sûr. Mais étant bonne élève, tu le vis moins, donc tu le vois pas tout à fait, tu vois. Et là, me prendre des réflexions comme ça en pleine face, je me suis dit, waouh, attends, moi, je sais même pas pourquoi je veux faire cette école-là, ces études-là. Bah, quitte à pas savoir, je vais aller tranquillement à la fac à côté de chez moi. Tu Ouais, vois, ouais, c'est vraiment. Et pendant longtemps, je me suis dit, c'est de la lâcheté, en fait. Tu vois, je suis pas allée au bout, je me suis pas battue, etc. non, Et parce que longtemps c'est après, j'ai compris qu'en fait, c'est une manière de se préserver et que bah, c'est ça aussi la force, tu vois, de ne pas non plus s'infliger des choses trop dures pour soi quand on est seul à gérer, tu vois, ces choses-là. totalement, c'est exactement mon point de vue en fait, c'est qu'au final, enfin, il n'y a pas à dénigrer les gens qui ont abandonné parce que le système, enfin abandonné, qui sont pas allés au bout de Je ne ce pas aller au bout. projet-là, ouais, parce que le système en fait, c'est ce que le système pousse à faire en fait. C'est systémique, c'est-à-dire systématiquement, on nous pousse à laisser tomber. C'est comme ça. Donc finalement, ceux qui laissent tomber, ou en tout cas qui passent par des voies secondaires, c'est parce que en fait, on les a poussés à ça. Ils sont pas. Moi, je les déresponsabilise totalement de ça, tu vois. Et en même temps, je te disais, il y avait cette tristesse-là, et en même temps, je voyais que malgré tout, le système a un peu changé, même si c'est pas encore, voilà, c'est pas encore ouf, mais les conditions d'accès ont un peu évolué. Tu le racontes, comment on appelle ça, les filières. EP, ouais. Voilà, je n'avais plus le nom. Donc moi je date d'avant, tu vois. Donc je me dis que finalement, toutes ces choses-là ont permis à certaines personnes qui n'y seraient peut-être pas arrivées, tu vois, d'y entrer. Même si, comme tu le dis, c'est qu'un pansement finalement sur une fracture, quoi, parce que le fond du problème est toujours là. Mais bon, je me dis, il y a une petite évolution, même si elle n'est pas assez, assez Elle n'est pas importante. aboutie. Ouais, voilà. Oui, surtout que je suis désolée, il y a quelqu'un qui fait des travaux chez moi, qui fait un boucan incroyable. C'est les qui aléas ne respecte qui pas cette conversation. mais oui, en fait, c'est bon. en fait c'est oui, la procédure CEP qui a été créée à Sciences Po Paris en 2001 par Richard Descoings. Et le principe, c'était d'aller directement en fait dans les quartiers populaires, notamment au début, c'était en banlieue parisienne, et de faire un concours spécifique. Ils appelaient ça un concours spécifique pour ces quartiers-là, avec la suppression de l'épreuve de culture générale, la fameuse. En fait, c'est une épreuve bourgeoise par excellence. Mais complètement. Voilà. Et donc, en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'au final, dans l'école, ils ne sont pas si intégrés que ça. Parce que justement, les mécanismes de classe restent, le rejet de classe reste, donc on vous juge quand même pour votre apparence physique. Et Maxime Martinez, dans le livre, parce qu'il n'y a pas que moi dans le livre, il y a deux autres personnes qui témoignent. Maxime Martinez le dit, il dit, moi, j'ai peut-être pas autant souffert parce que la banlieue, je la portais pas sur ma peau. Donc lui, en fait, à certains moments, il a pu passer inaperçu parce que c'est un homme blanc, il en a conscience, en fait. Et donc, moi, quand je suis arrivée à Sciences Po Paris, j'en ai beaucoup rencontré. De ces élèves-là qui ont fait les procédures CEP, il y en a beaucoup qui redoublent la première année parce qu'ils ne sont pas accompagnés dans cette première année et dans l'écart de niveau. C'est même pas, pour moi, c'est pas un écart de niveau, en fait, c'est un écart de culture bourgeoise. Moi, je n'appelle pas ça un écart de niveau, c'est-à-dire qu'il faut juste se remettre à jour de tout ce qui est sorti bourgeoisement et de tous les livres bourgeois qu'il faut lire. Pour moi, c'est vraiment une analyse comme ça que je le fais parce que c'est pas des gens qui n'ont pas de culture. C'est juste que leur culture initiale n'est pas valorisée, en fait. C'est ça. Exactement. Donc c'est plus justement, c'est plus s'acculturer de quelque chose d'autre que pour moi une mise à niveau scolaire. Donc voilà, j'ai parlé avec eux. Donc effectivement, il y a ce phénomène-là de ils redoublent en première année et le phénomène de tout le monde les appelle les quotas.
Oui. Ça reste des gens qui sont perçus comme des quotas, comme des membres de la discrimination positive. Et du coup, par ricochet, moi, par exemple, j'étais perçue aussi comme un quota. C'est-à-dire que vu que je suis maghrébine et issue de Oui, quartier populaire, forcément, tu venais de cette filière-là, quoi. pour tout le monde, mais c'est assez fou. Pour tout le monde, j'ai fait la procédure CEP. Et pour moi, c'est pas du tout une honte. Donc, ça me gêne pas, mais ça veut dire beaucoup de choses. En fait, le fait que dès qu'on voit quelqu'un issu de l'immigration et des quartiers populaires, on assigne l'étiquette quota discrimination positive. Alors que moi, pour le coup, j'ai vraiment fait de la procédure classique basique de Sciences Po et c'est assez signifiant, tu vois, que moi aussi, on me colle cette étiquette. Exactement. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous lire un passage de ton roman, celui de ton choix, parce qu'on n'en a pas discuté avant, mais je pense que tu as déjà une petite idée. Oui, alors, c'est un passage dans lequel j'explique. J'aurais dû le mettre de côté avant de commencer. T'inquiète. C'est un passage, justement, où j'explique pourquoi je voulais être journaliste et sur la perception des Arabes, justement, dans les médias. Parce que tu le disais tout à l'heure que nous, en fait, on n'avait pas de modèle journalistique. Moi, ça arrivait plus tard avec le Bondi Blog quand même. Je suis arrivée à m'identifier avec quand un peu plus de journalistes du coup des banlieues sont arrivés médiatiquement. Mais c'est vrai que ça a pris du temps. Alors, je suis en train de le chercher. J'espère que tu pourras couper au montage. Oui, t'inquiète. Et puis au pire, on laisse, ça fait partie du truc. C'est pas grave. Ça marche. Ah, voilà. Pendant tout le collège, non, je vais commencer plus tard. Je trouvais dans les livres le même apaisement que dans le rap. Des mots qui caressent la peine à la surface de mon cœur, qui les traînent sans jamais l'étouffer. Je me souviens de cette phrase du roman Il faut sauver Saïd de Brigitte Smadja. Devant moi, les tours forment des lignes comme des mailles d'un filet dont on peut s'échapper. C'était le journal intime d'un collégien en banlieue parisienne. Je voulais fuir avec lui. Je rêvais de déchirer le filet pour me faire une place, remonter à la surface de l'eau et crier notre existence. La France ne nous voyait pas. Nos visages d'Arabes n'étaient nulle part, ni dans les journaux, ni dans les films, ni même dans les livres, sauf pour nous dénigrer. Des voleurs, des menteurs, des profiteurs, des délinquants et des terroristes. Nous étions de trop. Jamais racontés à travers des histoires d'amour. Jamais le mot arabe n'était prononcé avec le sourire sur les écrans de télévision. Beaucoup trop âpre pour être affectif. Arabe, c'est un glaire qui remonte du fond de la gorge et qu'on vous recrache à la figure. Du dégoût. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, on n'a pas l'habitude d'être associé à quelque chose de positif, de beau, de poétique, etc. Et du coup, la représentation, elle est. Moi, je trouve qu'elle est importante, même si c'est pas un but en soi, parce que derrière, Oui. il y a tous les problèmes effectivement, de discrimination, de racisme systémique, et que le fait que toi ou moi ou d'autres personnes aient un poste intéressant ou quoi, ça va pas ça va pas aider le système, mais ça permet à soi de se construire différemment, de pas perdre de temps et d'énergie à essayer de justifier d'être ceci ou cela, et donc d'agir réellement et de lutter éventuellement beaucoup plus efficacement. Donc c'est quand même important. En tout cas pour Oui, moi. et puis c'est surtout qu'en fait, il y a la représentativité en termes ethnie, genre, etc. Enfin, le fait d'être une femme, etc. Mais il y a aussi idéologiquement parlant. C'est-à-dire qu'il faut Oui, bien aussi sûr. qu'il y a voilà, c'est ça ce que tu dis en fait. C'est qu'il Ça ne faut va de pas. pair. Ouais, ouais. Voilà. C'est parce que si c'est pour être racisé, finalement, faire partie du système et le défendre, ça ne sert peut-être pas à Voilà, ça grand-chose. n'a plus aucun intérêt. Exactement. Exactement. Du coup, on va passer à la partie vraiment discussion autour du livre en général. Donc, on va parler du livre que tu es en train de lire. Je ne sais pas si tu l'as fini déjà ou si tu es en plein dedans. Les Impatientes. Je l'ai dévoré, ouais. Je l'ai Ok. dévoré. Je Du coup, est-ce que peux que l'en commander. Bon, donc je vais aller commander ça Et... à la librairie. Ah ouais, Est-ce non, que vraiment, tu il peux se lit nous... super facilement. Ouais. Il se lit super facilement. Il est brillant parce que je trouve que l'écriture est. Moi, j'aime bien les écritures simples quand tu sais pas, sans fioriture, sans besoin de, tu vois, de trop de matière grasse pour faire Impressionné. semblant. Voilà, pour faire semblant d'être écrivain. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux dire. ouais. J'aime bien quand on écrit des choses telles quelles. C'est pour ça que j'adore, par exemple, Face Again, c'est qu'elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour décrire des sentiments, en fait. Efficace, Et ouais. voilà, elle est efficace et elle a beaucoup de métaphores qui sont belles. Voilà, moi, c'est pour ça que je suis une admiratrice de sa plume. Et donc, Jaili Amadou Amal a écrit donc, Les Impatients. Je présente ça comme une journaliste. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle brièvement pour un peu donner envie Oui, aux bien gens? sûr. En fait, en plus, c'est pas du tout un sujet qui est marrant, malheureusement, mais c'est ça parle de mariage forcé, ça parle de viol conjugal et ça parle de polygamie. Donc, c'est trois femmes, si je me rappelle bien, c'est Ramla, Safira et
Amadou, je crois, et Hindou, excusez-moi, Hindou. Donc, je refais. Donc, il y a Ramla, Hindou et Safira. Ce sont 3 femmes, en fait, qui subissent un mariage forcé. Ou alors qui subissent le fait, notamment qu'une nouvelle épouse arrive dans la famille. Et donc, il y a en fait, ça s'appelle les impatientes parce qu'elles subissent à chaque fois les comportements masculins virilistes et on leur dit patiente, patiente, patiente. Le propre de la femme, c'est la patience. Il y en a une qui se fait battre par son homme et on la met, elle, en cause en lui disant oui, mais tu ne l'as pas respectée, tu ne l'as pas écoutée, patiente. C'est une épreuve. Le mariage, c'est toujours une épreuve, patiente. Et je trouve que c'est très culturel, en fait. Je me suis reconnue dans ça parce que c'est très culturel, le fait de dire aux femmes, et c'est pas uniquement que dans les cultures africaines, hein, pour le coup, le fait de dire aux femmes, face au comportement néfaste et vraiment violent des hommes, de leur dire patiente. C'est une manière de dire d'accepter. Exactement, c'est la meilleure manière de leur dire d'accepter et c'est tout le temps les femmes, c'est incroyable dans ce livre parce que c'est très très bien expliqué comment c'est tout le temps les femmes qui sont mises en cause, même quand elles sont frappées, même quand elles sont insultées. Oui, quand elles sont il y a une femme, par exemple, son mari ramène une maîtresse, donc il est déjà marié, il ramène une maîtresse dans le lit conjugal devant elle, c'est-à-dire qu'elle est dans la cour et on lui dit patiente, c'est une épreuve du mariage. Et alors qu'elle est en train de vivre une humiliation en tant que femme, on peut comprendre quand on est amoureux, même au-delà du sentiment amoureux, c'est quelque chose qu'on peut vivre comme une humiliation dans tout ça. Il y a une femme, par exemple, aussi qu'on empêche de se marier avec l'homme qu'elle aime et on lui force un mariage par argent, par gloire, parce que l'homme qui veut l'épouser. En fait, c'est des récits qui se lient parce que les 2 des mariées sont cousines. Donc, les deux premiers récits en fait, qu'on a dans le livre, ce sont des cousines qui se marient le même jour. Et on apprend qu'il y en a une qui se marie avec le cousin qui est alcoolique et qui a été accusé de viol par d'autres femmes. Donc, le jour du mariage, elle ne se sent pas bien. La deuxième, donc, elle doit épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. C'est-à-dire qu'on l'a empêché de se marier avec celui qu'elle aime parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Et en fait, elle arrive donc chez une femme qui s'appelle Safira. Elle arrive chez cette femme-là qui, elle, doit accepter la polygamie de son mari au bout de 20 ans de mariage. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils étaient mariés et elle doit accueillir cette nouvelle femme, cette coépouse, comme on l'appelle. Elle doit l'accueillir en fait dans le foyer et on a le récit de ces 3 femmes et à quel point on les incite à la patience, à tout ce qui est un peu sorcellerie, etc., d'essayer de se mettre des bâtons dans les roues et à quel point on met les femmes. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est ça. Il y a un passage qui est très très fort où elle explique ça, à quel point on met les femmes en rivalité pour de l'amour des hommes. Et toujours. C'est valable. Voilà, exactement. C'est valable dans ce livre parce que là, c'est vraiment pour le coup des situations de polygamie où on comprend qu'il y a des rivalités. Mais en fait, c'est comme ça dans la vraie vie de tous les jours. Les femmes sont en rivalité. Enfin, on les pousse à être en rivalité permanente pour l'amour, la considération, le regard des hommes. Tout se construit à travers le regard. Et je trouve que ce livre, voilà, il parle de sujets très violents et en même temps, il le fait bien parce qu'il permet d'expliquer, encore une fois, que c'est systémique et que c'est juste patriarcal. C'est pas qu'une question de mariage et d'amour et d'Afrique. Parce qu'il y en a qui, à mon avis, vont le lire et vont dire oui, c'est des cultures africaines, c'est très lointain de nous. Et puis ça n'existe pas ici. Voilà. Exactement. Exactement, mais moi je trouve que ça aborde en fait les questions de féminicide en France aussi d'une certaine manière, tu vois, et les viols, les conjugaux, ça existe aussi en France. C'est pas quelque chose qui nous est lointain. Le processus est le même, au final. Exactement, et je trouve le titre, voilà, elle les appelle les impatientes. Le titre parce que finalement, il y en a aucune, elles vont toutes se poser, elles vont toutes remettre en question ce système-là de polygamie et de d'honneur et de dignité. Et moi, c'est un livre, c'est un livre qui fait détester les hommes. C'est pour être totalement. On est les bienvenus ici. non, vraiment, c'est assez fou comme les hommes sont. En même temps, c'est juste la réalité, c'est-à-dire que ils sont, c'est-à-dire dépourvus d'empathie émotionnelle. C'est ça, moi, qui fait la force du livre dans la description des personnages masculins, c'est qu'elle arrive à dépeindre à quel point les hommes peuvent voir leurs filles, leurs femmes pleurer, souffrir et ne pas se sentir responsables de cette charge émotionnelle. Et pour moi, ça m'a... Vraiment, je l'ai lu en une journée. Hein. Je l'ai fini très, très vite parce qu'il est très bien écrit. Il a eu un prix, c'est pas pour rien. Et parce qu'il résonne tellement avec toutes les questions qu'on se pose en ce moment et l'importance du féminisme, tu vois, dans les relations de couple aussi. C'est pas qu'un combat, c'est intime et politique et les deux sont liés, en fait. Justement, le fait que donc il a eu le prix Goncourt des lycéens, c'est ça? Ouais.
c'est un argument pour toi en général, les prix littéraires, que ce soit celui-ci ou un autre, pour aller lire le livre du moment, en gros. Ou après, par rapport au métier, je pense que parfois, tu n'as pas le choix, tu es obligé de lire aussi les livres qui sortent voilà, en ce moment. Mais est-ce que le fait de se dire, tiens, bah, c'est le Goncourt de l'année, c'est je sais pas, le Renaudot ou quoi, c'est un argument qui te pousse à les acheter, les lire, ou pas du tout? Au contraire. En fait, c'est un argument depuis que je suis journaliste. Je suis journaliste depuis 4 ans. Mais avant, c'était un contre-argument. Mais c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'avant, notamment le Goncourt, le Goncourt, je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être chiant comme livre. Je suis désolée, mais c'était vraiment l'image que j'avais. Les prix Goncourt, en plus, le cérémonial, et puis on sait comment ça se passe, les prix littéraires, c'est quand même beaucoup d'entre-soi, comme disait Bourgois. Voilà. Donc, moi, avant, j'avais ce truc de me dire, les prix Goncourt, franchement, j'en ai pas lu beaucoup non plus des prix Goncourt. Hein. Ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, je trouve que les prix Renaudot et les prix Goncourt des lycéens, sont souvent intéressants. Bah, par exemple, Alice Zéniter, L'Art de perdre, je crois qu'elle a eu le Goncourt des lycéens ou le Renaudot. Je sais plus. Je me souviens plus. Je vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est le Goncourt lycéen, mais je suis pas sûre à 100%. Je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. En tout cas, voilà, c'est les prix Goncourt et les prix Renaudot des lycéens. Par contre, m'intéressent souvent. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que eux, du coup, ils ont cette ouverture-là. Oui, voilà. Autre chose que de la littérature bourgeoise. Et Alice Zéniter, justement, moi, j'étais passée à côté du fait qu'elle avait eu un prix. Je l'ai découvert, puisqu'il est sorti en 2017 ou 2018. Je l'ai découvert pendant le confinement. Donc, je suis passée à côté du prix. Et surtout, en fait, moi, mais ça, c'est vraiment ma personnalité qui est comme ça. C'est que, comme les séries, comme les films, comme les livres, si j'entends trop parler d'un livre ou d'un film, bizarrement, j'ai pas envie de le lire. Ah oui, mais parce que ça te saoule avant même d'avoir commencé, quoi. C'est ça, et c'est parce que tu te dis, j'en ai trop entendu parler. Comme tout le monde, et puis voilà, ouais. Non, mais c'est pareil. Ouais. Et ça me fait souvent, et du coup, je découvre les trucs toujours en différé. Et c'est toujours mieux parce que c'est dans un autre temps aussi d'appréciation. C'est ça. Et moi, Alice Zéniter, c'est génial parce que j'ai découvert dans un moment où j'avais vraiment le temps de lire, tu vois, et je pouvais me concentrer sur sa plume. Et du coup, moi, ça m'a aidé, ça m'a inspiré aussi pour le mien, parce que la démarche n'est pas la même si c'est beaucoup plus profond. Elle a écrit un livre incroyable, tu vois, dans le récit de l'Algérie, d'une famille issue de l'immigration algérienne, de ce qu'elle a vécu en Algérie, de ce qu'elle a vécu en France. Moi, c'est pas aussi abouti, pas du tout. Mais la démarche est un peu la même, c'est-à-dire de se confronter à l'histoire de ses grands-parents. Moi, c'est vraiment une partie minime du livre pour l'instant, mais c'est en tout cas vers ça que je tends, tu vois, que ma réflexion tend de plus en plus. Et du coup, comment, vu que tu ne vas pas forcément vers ce dont tout le monde parle, comment tu choisis les livres que tu vas lire, que tu achètes, que tu empruntes, etc. C'est quoi le critère qui te pousse à te dire, tiens, ce livre, j'ai envie de le lire, j'ai envie de l'acheter? Est-ce que c'est justement le bouche à oreille, peut-être de manière plus personnelle, de tes amis, de tes connaissances? Est-ce que ça peut être un achat un peu impulsif avec une belle couverture? Alors, les éditions françaises ne sont pas toujours très belles. Le tien, je dois dire qu'il est très beau. Et ce n'est pas toujours le cas. Les couvertures ne sont pas toujours... n'attirent pas toujours l'œil. Ou est-ce que c'est ce qu'il y a devant en vitrine qui t'attire le plus? Comment tu choisis ça? En fait, il y a un double phénomène. Il y a déjà les recommandations de mes amis, parce que j'ai des amis qui lisent et qui lisent même plus que moi. Et en fait, en ce moment, là, c'est ma période où je lis beaucoup, au-delà des romans qui sont, en fait, il y a quand même qui sont un peu sociétaux quand même. Je lis beaucoup en ce moment de livres d'essais sur le féminisme. Donc, je suis désolée, je suis un peu enrhumée, j'ai commencé à avoir le nez je commence à parler du nez. Si on fait une pause pour un peu évacuer, mais... Non, mais c'est même pas, il n'y a rien. c'est juste que c'est mon organisme qui bloque. Mais oui, donc il y a plusieurs phénomènes déjà. Il y a des recommandations d'amis, comme ce que je disais. En ce moment, je suis en train de beaucoup lire d'essais féministes, antiracistes, à côté desquels je suis totalement passée. Parce que, alors, pour le coup, j'ai fait Sciences Po. Ok, c'est génial, c'est cool, j'ai appris plein de choses. Mais alors, à Sciences Po, tout ce qui est auteur non blanc, tout ce qui est auteur femme, mais alors c'est pas du tout dans mes références. C'est quand même fou que James Baldwin, France Fanon, tout ça, on ne l'ait pas appris à Sciences Po alors que ça rentre totalement dans l'étude des sciences politiques en fait. Mais pas que, mais du coup même pas que Sciences Po, enfin n'importe quel, à part quand tu fais vraiment de la sociologie sur un aspect bien particulier, ces auteurs-là.
Mais bien sûr, totalement. Pas du tout, Ils ne sont pas du tout référencés. Là, ça commence à l'être. D'ailleurs, il y a eu un bad buzz autour de Sciences Po cet été parce qu'ils avaient fait une liste oui. de livres justement antiracistes. Et donc, moi, je suis en train de rattraper ce retard-là que j'ai sur des essais sur lesquels je suis totalement passée à côté. Donc là, je suis vraiment en train de lire tout ça. Mais je fonctionne beaucoup sur les recommandations de mes amis. Et j'adore, moi, balader en librairie. Donc, des fois, j'achète vraiment des livres au hasard, en fait. C'est-à-dire, je vais en librairie, je fouille, je regarde. Le titre me plaît bien. Je lis un peu le dos de la couverture, ça me plaît, je lis. Ou alors, je faisais beaucoup ça à l'Institut du monde arabe avec ma mère, parce que ma mère est une grande lectrice aussi. Et on aime beaucoup quand elle est à Paris, elle vient et puis elle me fait découvrir des auteurs marocains que moi j'avais jamais lu, comme par exemple Mohamed Choukri, le pain nu, qui est un classique. Moi je l'ai lu il y a pas très longtemps, etc. Donc en fait il y a plein de livres comme ça où en fait c'est en me baladant dans l'Institut du monde arabe où je me dis j'en ai entendu parler, je sais que c'est un classique, il est temps de le lire, et puis je le lis comme ça. Et puis après j'ai mes auteurs fétiches que je vais de toute façon Fatima Mernissi, voilà, je lis. Voilà, c'est Albert Camus, je n'aurais jamais fini de lire aussi tout ce qu'il a écrit. Et j'ai des auteurs comme ça où finalement j'achète toujours un peu de leur ouvrage de temps en temps parce que je suis attachée à leur plume. Et Yasmina Khadra, ça me fait la même chose. C'est des plumes dans lesquelles je me reconnais. Ça, en plus, ça me rappelle les lectures d'enfance. Par exemple, moi, le premier livre qui m'a bouleversée, et je pense qu'on est beaucoup, c'est Ce que le jour doit à la nuit. Ce livre il m'a retourné parce qu'il est tellement beau, il est tellement, en plus il est à la fois historique, il est à la fois romantique. Enfin, et pour moi il est magnifique. Tout, ouais. Et du coup relire Yasmina Khadra des années après, mais d'autres livres, ça me rappelle en fait sa plume quand j'étais adolescente, etc. Donc il y a un attachement un peu affectif à ce qu'il écrit. Alors, justement, tu en parles un peu dans ton roman, de ton rapport au livre quand tu étais enfant ou adolescente. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venu le goût de la lecture, en fait? Comment tu t'es retrouvée à lire? Vers quel âge tu as commencé vraiment à dévorer les livres, et qu'est-ce que ça t'apportait, en fait? J'ai commencé très tôt, mais c'est surtout grâce à ma mère, parce que vraiment ma mère, quand j'étais petite, il y avait les 30 minutes de lecture avant de dormir. Je me rappelle parce que je devais dormir à 20h30 et de 20h à 20h30, j'avais le droit de faire qu'une seule chose, c'était de lire. Donc ça a commencé comme ça en fait. Et ça a commencé vraiment un rituel imposé au début, quoi. Voilà, c'est vraiment commencé comme ça. Et donc au début, ça a commencé comme tout le monde, hein, les tom-tom oh là là, les tom-tom oh là là, les j'aime lire, les trucs de la bibliothèque de l'école primaire en fait. Et petit à petit, en fait, dès le collège, ma mère m'avait acheté un abonnement à la bibliothèque municipale. Et pareil, en fait, moi, je suis dans une ville de campagne où il n'y avait pas grand-chose à faire, vraiment. Il y avait un cinéma, mais en fait, il diffusait des films 2 semaines après. Enfin, il n'y avait pas de centre commerciaux, il n'y avait rien à faire quand on était ado, quand on était ado, pré-ado, quoi. Et donc, moi, j'allais tout le temps à la bibliothèque, le mercredi et le samedi. Et c'est comme ça que je lisais. J'ai lu vraiment des fois des livres qui étaient juste de la littérature adolescente, tu vois, des histoires d'amour, des histoires un peu frivoles comme ça. Et puis après, j'ai découvert Camus très tôt. Moi, j'ai découvert L'étranger, je crois que j'étais en 4e ou 3e. On l'a lu après, ensuite au lycée. J'ai pas tout compris. Hein. Je vais pas du tout faire la meuf extraordinaire qui a compris Camus en 5e, pas du tout. Mais je suis tombée dessus et j'ai lu quelques passages et ça me provoquait quelque chose. J'avais pas la réflexion pour comprendre ce qui était écrit totalement. Puis après, quand j'ai relu au lycée, j'ai compris toute la charge, le fait que c'était un anti-héros, etc. Je l'ai compris plus tard. Mais en tout cas, ma mère m'avait imposé ce rituel. Et en fait, après, ça m'a suivi jusqu'au lycée. Et même après, j'allais plus loin parce qu'en fait, je suis insomniaque, donc je ne dormais plus et je lisais de 20h à minuit, en fait. La demi-heure, elle a un peu été prolongée. En fait, j'allais me cacher dans les toilettes et j'allumais la lumière et je me mettais contre le mur, en fait. Et j'espérais juste que mes parents ne se réveillent pas. Et au pire, je me disais, s'ils se réveillaient, je leur dirais que j'étais en train de... Voilà, j'étais aux toilettes, quoi. Je faisais pipi. mais en tout cas, c'était ma cachette pour lire. Ça a longtemps été ça. Et après, il y a eu l'arrivée des téléphones qui m'a un peu sauvée. Parce qu'on avait les lampes torches. Donc ça m'a sauvée. J'ai pu lire, je lisais en cachette, mais c'était vraiment... au tout début, c'était vraiment comme ça que ça s'est imposé par ma mère. Puis après, c'est devenu un truc que je voulais pas quitter. Et ça m'a suivi. Même encore aujourd'hui, ça me suit. C'est-à-dire, j'ai ce rituel avant de dormir, je lis toujours. Ça reste.
c'est important pour moi de le faire. Donc justement, tu anticipes une question que je pose à la fin d'habitude, mais on va la poser là. Donc, tu as un rituel de lecture. C'est uniquement le soir avant de dormir ou est-ce que tu peux lire n'importe où, n'importe quand ou tu as vraiment besoin de ce temps et de cette période-là de la journée? J'aimerais tellement être une lectrice tout terrain, mais tu vois, j'admire les gens qui arrivent à lire dans le métro, qui arrivent à lire dans les trains, qui arrivent à lire dans l'avion. C'est des endroits où je n'arrive pas à lire. Parce que moi, je l'ai tellement ritualisé dans ma tête avec, c'est très, très bizarre, mais c'est vraiment le calme, une petite bougie, une lumière douce. Enfin, c'est un truc pour moi de très zen, de très sanctuarisé. Et j'ai du mal, mais vraiment, en fait, j'arrive pas à me concentrer. Je pense que je suis quelqu'un d'hyperactive aussi et que dans les endroits de foule, j'arrive pas à me concentrer dans la lecture et j'arrive pas à être imprégnée du coup, à moins que ça m'est déjà arrivé de lire des livres dans les transports, mais c'est vraiment que le livre, il avait une charge émotionnelle tellement forte qu'en fait, ça te détache totalement de ce qui se passe autour. Ouais, ça dépasse. Mais moi, non, j'ai trop besoin de calme, de lire dans un cocon, et puis d'avoir le temps, tu vois, de bien lire les phrases. En fait, j'ai tellement peur de passer à côté d'une phrase qu'il y a des fois, je relis des pages, je passe à côté d'un mot et je me dis, mais non, je vais rien comprendre à la suite. Donc non, j'ai un peu sanctuarisé ça. Mais je pense que c'est de l'enfance et de ce rapport que j'avais déjà, tu vois, la nuit, au fait de lire la nuit avant de dormir, au calme aussi. Ouais. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu, j'imagine que oui, mais tu vas peut-être développer, des réflexions, on va dire désobligeantes, quand tu étais plus jeune, du fait de cette activité de lecture? C'est-à-dire autant de la part de, je ne sais pas, des professeurs, des instituts, etc., que aussi des personnes de ton entourage, je ne sais pas, des cousins, des camarades de classe. En gros, est-ce qu'on t'a fait la réflexion en mode t'es rebeu et tu lis des livres, c'est un truc de blanc, quelque chose comme ça? Je schématise énormément, mais c'est des choses qu'on m'a déjà dites, mais ou est-ce que pas du tout et au final c'est pas du tout un stigmate qui a été j'ai échappé on va dire, à une phrase aussi frontale. Je savais pas qu'on t'avait dit ça et c'est assez fou. Mais j'avais quand même, tu sais, le cliché de l'intello. Ouais. Qui me suivait. J'étais un peu la meuf chiante, solitaire, qui lisait des livres dans le coin. Donc non, c'était pas forcément associé au fait d'être rebeu, parce que c'était plus dans mon quartier où il me titillait avec ça, avec le. En fait, à un moment donné, je sortais plus du tout dans le quartier. Je restais plus du tout jouer avec mes potes dans la cité. Et du coup, à un moment, j'étais juste la meuf qui lisait des livres chez elle. Donc, je me suis transformée en intello, en fait, à leurs yeux, et intello un peu chiante, tu vois. Mais est-ce qu'on t'a fait comprendre ou est-ce qu'on t'a dit que cette posture-là, qui n'était pas une posture pour toi, qui était quelque chose de tout à fait naturel, pouvait donner l'impression que tu étais condescendante ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y avait ce rapport-là ou pas du tout? Non, franchement, même pas. Franchement, même pas parce qu'en plus, ma personnalité fait que je suis beaucoup dans la dérision et l'humour. Donc, au final, j'étais l'intello, j'étais aussi le clown de la classe. C'est pour ça que mes professeurs me détestaient. C'est pour ça que mes professeurs me détestaient. Enfin, pas tous, hein, mais c'était très compliqué pour eux de me cerner. C'est-à-dire que j'étais capable de perturber un cours, mais pas méchamment, juste en faisant des blagues, hein, en fait. Mais j'étais quand même la personne qui allait avoir la meilleure note à la fin pour le contrôle. Donc pour eux, ils ne savaient pas trop, ils ne savaient pas s'il fallait m'engueuler, ils étaient perturbés. Donc c'est pour ça que je n'ai pas non plus été détestée par mes camarades et que j'étais pas non plus, parce que je sais que dans la classification scolaire, l'intello en général, elle subit l'intello du premier moment. Moi, c'est vraiment les clichés. J'avais l'appareil dentaire, la frange et les lunettes. Enfin, j'avais vraiment la panoplie. En général, c'est la personne qui se fait le plus tirer dessus par ses camarades, tu vois, en moquerie, tout ça. Et moi, vu que j'avais ce truc-là en fait, je fais rire tout le monde, ça passait. mais du coup, j'étais juste incernable, en fait. Mais j'aimais bien parce que du coup, le premier jour de la rentrée scolaire, les professeurs ne savaient pas à quoi s'attendre. Parce que j'arrivais en survêtement. Je me mettais au fond de la classe. Enfin, tu vois, j'étais jamais totalement au premier rang. Et je faisais des blagues. Et puis à la fin, ils posaient une question sur, je sais pas, qui connaît tel auteur ou qui connaît tel ça. J'étais la première à lever la main. Du coup, ils étaient un peu perturbés. Et moi, j'ai beaucoup joué de ça, en fait. J'ai beaucoup joué de ces deux codes, à la fois intello et à la fois, tu vois, petite perturbatrice rigolote. Fait, déjà, tu avais ce truc de ne pas rester dans une seule case, quoi. Oui, mais je pense que ça me constitue dans ma personnalité, ce truc-là. Je pense. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment une question de personnalité. Oui, voilà. Et quand est-ce qu'est venue chez toi l'envie ou le besoin même
de lire plutôt des auteurs qui te ressemblent. Enfin, tu vois, des auteurs racisés, des auteurs issus du Maghreb, par exemple, des femmes. Est-ce que c'est venu assez tôt dans ta recherche de lecture? Ou, comme tu disais tout à l'heure, à Sciences Po, c'était pas des choses que tu étudiais, donc après coup, c'est venu. Et par quel livre ou quel auteur, en fait, t'es venu à cette recherche-là, si tant est que ce Ben, soit... on la remerciera jamais assez, mais Faiza Again, hein. Faiza Again qui Je crois fait qu'elle demain, revient quasiment un épisode sur deux mais et on est très contents. c'est normal et c'est moi encore une fois moi sa plume m'avait transcendé à l'époque et même encore aujourd'hui j'aime trop le fait qu'elle me suive comme Mais ça oui, dans ma vie que chaque fois tous les 2 ans ou des fois un peu plus tous les 5 ans peu importe il y a un livre qui arrive dans ma vie de Faiza Again et je retrouve l'écriture que j'avais lue quand j'étais et ado moi c'était on évolue le seul avec elle. livre c'est C'est, ça exactement et du coup notre réflexion aussi mais non au début je lisais en fait là j'en parle dans le livre Brigitte Smadja, c'est un livre que j'avais lu en 6e. C'était obligatoire, c'est la prof qui nous avait fait lire. C'est un livre qui s'appelle Il faut sauver Saïd. Et c'est pas un livre qui est très connu, hein, mais c'est un livre que j'avais lu en 6e. Et c'était un petit garçon comme ça d'un quartier populaire qui voulait s'échapper de son quartier populaire et qui avait des problèmes scolaires, il me semble. Et c'est ma première rencontre entre un racisé en littérature, en tout cas. Et tu vois, ça m'a marqué parce que c'était quand même en 6e, je m'en rappelle encore. Mais après, il y a eu voilà, une longue période où non, en fait, je n'ai pas lu d'auteurs racisés parce que déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, moi, je suis en train de passer totalement à côté d'eux. Faiz Again, effectivement, Kif Kif Demain, ça a déclenché un truc. Et malheureusement pour moi, c'est aussi arrivé après Sciences Po. C'est-à-dire que quand j'étais dans mes études supérieures, j'avais vraiment ce truc. Il faut lire absolument les auteurs blancs, Bourdieu, Durkheim, etc. Ils m'ont été aussi utiles à la réflexion, mais ça me manquait beaucoup, moi, cet apport-là, féminin et racisé dans ce que je pouvais lire. Et donc, en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que je ne lisais et que je n'avais en référence que des auteurs blancs hommes que je me suis dit, bah attends, il faut quand même que tu lises des femmes et il doit y en avoir. Et effectivement, il y en avait quand plein. tu regardes ta bibliothèque et que tu vois que des livres d'auteurs hommes blancs, ça fait un choc. Moi, j'ai réorganisé mes étagères maintenant comme ça parce que je me suis rendu compte, même encore aujourd'hui, après avoir acheté plein de livres de racisés, de femmes, j'avais encore 2 fois plus de bouquins d'hommes blancs. Ouais, c'est fou. Je Hein. dis, bah non, en fait, il faut que le truc se rééquilibre ou ça dépasse, tu vois. Mais c'est chaud, enfin oui, c'est assez surprenant. C'est ça. Donc maintenant, j'essaie mais cette année, j'ai quasiment lu que en tout cas, la première rentrée littéraire la rentrée littéraire de septembre 2020, je n'ai lu quasiment que des femmes, à part Les Incasables de Rachid Zerouki. J'ai lu Laurel Bastide présente, Fatima Wassak, La puissance des mers, Fatima Das, la petite dernière. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre Sarah Chiche, c'est ça son nom de famille, je crois. Oui. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je sais que j'ai lu que des femmes. La première rentrée littéraire, à part Rachid. Il n'y a que Rachid qui s'est glissé là-dedans, mais parce que c'est un racisé et que finalement. Quota, voilà. Voilà. Mais non, mais maintenant j'ai ce réflexe de lire, et c'est Alice Coffin qui le dit très bien, à quel point c'est important en fait de lire des femmes et des femmes, des minorités en fait en général, parce que ce sont des personnes qui sont le moins éditées. C'est très compliqué. Et tu vois, moi, c'est vraiment une fierté personnelle quand Fayard m'a appelé après la première sortie de mon livre et m'a dit « Nesrine, ton livre, c'est le livre le plus vendu de la rentrée littéraire de chez Fayard ». Et pour moi, c'était trop une victoire. Vraiment, c'était un truc de j'ai conscience que je suis une femme arabe et je pense que déjà, ça, c'est déjà une avancée personnelle et j'espère que ça nous fait tous un petit peu tous avancer. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que cette bonne nouvelle, elle ne me concerne pas que moi et j'espère que ça va pousser Fayard à en publier voilà, d'autres. c'est ça. Il faut que ça laisse la porte ouverte derrière toi, en fait, et que c'est bon, on l'a publié, et on referme derrière, quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment le truc de ok, donc moi je l'ai fait, c'est cool, je suis super contente pour moi. On peut comprendre que c'est une victoire personnelle, mais c'est le truc de peut-être que Fayard maintenant ils vont encore plus s'intéresser aux auteurs qui sont jeunes, qui sont femmes, qui sont racisés. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là de on vient de leur prouver que ça marche en fait. Ouais, voilà, ouais. Tu vois. Et moi j'utilise souvent le on plutôt que le je parce qu'en fait ce livre, même si c'est mon histoire et c'est totalement intime et personnel, si le titre est au pluriel, c'est parce que j'ai profondément conscience qu'il y a plein de gens qui vont me reconnaître. Le but c'est pas du tout d'être porte-parole, pas du tout, mais c'est vraiment le fait de je sais que vous allez vous reconnaître là-dedans parce qu'on est passé par plein d'étapes tu vois, similaires. Et pareil, moi je sais pas, j'ai toujours, et même mon lectrice se moque un peu de moi, tu vois, dans cette utilisation du on. Quand je dis oui, on a fait telle vente aujourd'hui, ou on a été partagé tellement de temps, elle me dit pourquoi tu dis on? Je dis parce que pour moi, c'est un truc, ouais, parce que pour moi, c'est un truc,
enfin, j'ai conscience de ce que je représente en fait. Malgré moi, tu vois, j'ai conscience d'être une femme et d'être une femme maghrébine. Et j'ai conscience qu'il y a des femmes plus jeunes qui vont s'en inspirer. Comme moi, j'ai été inspirée par Faiza, tu vois. Et encore une fois, je sais pas, je me hisse pas à leur niveau parce que c'est mon premier et qu'il va falloir encore que j'écrive d'autres livres. Et j'ai hâte justement de cette aventure, tu vois, d'en écrire d'autres. Mais je suis contente en fait parce que je me dis que je suis vraiment dans l'esprit que chaque fois que quelqu'un d'entre nous, que l'une d'entre nous, parce que je suis féministe, ouvre une porte, en fait, elle est en train d'ouvrir la porte pour les autres. Et tu vois, Faiza, c'est ce qu'elle a fait pour nous. Faiza, elle était publiée chez Fayard avant moi. Et je sais qu'aujourd'hui, on fait l'affiliation. Dans mon écriture, souvent, hein, il y a écrit ça rappelle Faiza Gued dans certains moments, ça rappelle. Ben, c'est un peu, parfois, c'est un peu dérangeant, tu vois, qu'on compare tout le temps les femmes maghrébines entre elles. Mais moi, c'est un plus grand honneur pour moi. Oui, bah voilà, c'est flatteur et en même temps, ça dit aussi, bah, comme, comment dire, on arrive encore à les nommer, tu sais, les femmes maghrébines qui écrivent des livres. C'est ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc forcément, on va les comparer. Le jour où il y en aura, je ne sais pas, des dizaines, des centaines, on aura moins cette facilité de te comparer à une autre, tu vois, une autre auteure maghrébine avant toi, parce que bah, il y aura cette vraie diversité, tu vois. Mais ça veut dire que voilà, il y a encore du chemin à faire en fait. Déjà, et surtout que c'est surtout que tu vois, c'est même pas la question d'écrire, c'est la question d'être publié au-delà de parce que je pense qu'il y a plein de femmes maghrébines qui écrivent non, bien sûr, dans leur coin. Et le vrai enjeu, c'est d'être publié. C'est ça le plus dur. Tu vois, c'est vraiment ça le plus dur. Donc moi, j'espère vraiment que le fait que ce livre, ce premier roman, ait été un succès, tu vois, de vente dans les premières semaines, j'espère vraiment que ça va avoir un impact dans le choix ensuite de Fayard de publier de plus en plus. Et je pense que oui, parce que pour le coup, je travaille avec une éditrice qui est vraiment top et qui est très sensibilisée sur ces sujets-là. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il faut en parler, il faut donner tu vois, cette opportunité-là, même pas cette opportunité en fait, parce qu'on n'a pas à les remercier, tu vois, c'est pas non plus un cadeau, c'est du travail, mais en tout cas, il faut donner la possibilité aux femmes et aux femmes racisées d'écrire des livres et d'être publiées, quoi. Eh ben, on espère, on va surveiller ça. Je crois qu'on a encore 2 petites questions et puis je les fais après. Mais pour le coup, bah, tu parlais d'écriture à l'instant. Est-ce que tu penses que est-ce que c'est la lecture? Bon, moi je pense qu'il y a un lien entre la lecture et l'écriture qui n'est pas présent chez tout le monde. Mais est-ce que tu penses que comment dire, sans avoir lu autant, tu te serais mis à écrire? Est-ce que c'est l'écriture qui s'est nourrie de tes lectures? Est-ce que c'est tes lectures qui vont sortir maintenant de ton écriture ou est-ce que tu aurais écrit quoi qu'il arrive en fait? Est-ce que tu avais besoin de toute façon de raconter quoi qu'il arrive et que le fait de lire beaucoup ou pas C'est une super question, mais je pense que comme toi, c'est profondément lié. Je pense que les deux sont profondément liés. Même si j'aurais peut-être pu écrire sans avoir lu, la lecture chez moi débloque des trucs pour écrire. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, j'avais des blocages dans mon propre livre. Le fait d'avoir lu un autre livre, ça m'a permis de débloquer le truc. Je sais pas si tu vois. Par exemple, à Nisiter, c'est ce qui s'est passé. À des moments, j'arrivais pas à raconter mon grand-père correctement, etc. Le fait d'avoir lu ses descriptions, je me suis dit ah, attends, c'est intéressant. Mais moi, je veux pas. Voilà, c'est intéressant cette manière d'apporter. Moi, il faudrait que je regarde plus mon grand-père physiquement. Faut que, tu vois, ça me débloque des trucs en fait dans l'écriture. Mais je pense que moi, mon écriture, c'est en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais mon écriture, le rap et la littérature comptent tout autant. C'est-à-dire que un texte de rap que j'écoute peut me débloquer les mêmes choses d'écriture qu'un écrit, qu'une œuvre littéraire, tu vois. Donc peut-être que j'aurais écrit, parce que c'est ce que je faisais quand j'étais à la MJC à l'époque, quand j'étais ado, j'écrivais du slam. Tu vois, donc je pense que dans tous les cas, il y aurait eu un truc de poétique dans mon écriture à un moment ou à un autre. Même si en fait, moi, j'ai jamais pensé à le publier, donc j'ai toujours écrit et je continuerai toujours d'écrire. Tu vois, c'est vraiment un truc que j'aime faire pour moi parce que ça me permet même de poser ma réflexion sur certains sujets, etc. Donc moi, je pense qu'à la fois, il y a ce rapport-là à la lecture qui m'a permis d'écrire, parce que du coup, c'est basique, mais aussi ça t'enrichit ton vocabulaire, le fait de lire. Sûr, ça enrichit en fait ton champ lexical, etc. Donc il y a forcément un lien, mais je pense aussi que c'est lié au rap, beaucoup dans mon écriture et à ce que j'écoute. Ce que j'écoute a beaucoup d'impact sur ce que j'écris aussi. C'est vrai qu'on n'avait pas discuté avant, mais le rap est présent dans ton livre par petites citations, mais qui finalement donne une couleur, tu vois, à certains passages. Et alors récemment,
le rap s'invite un peu plus souvent dans la littérature ces derniers temps. Et quand on aime le rap et la littérature, en fait, on ne peut être que ravi de ça. Et c'est vrai ça aussi, on n'entend pas fréquemment des auteurs avoir comme référence des rappeurs. Parce que c'est pas rentré dans cette culture dite générale qu'on Ouais, va voir un peu partout. Et ça, je pense que tu le sens aussi, c'est des choses qui arrivent un petit peu. Et j'imagine aussi parce que, bon, il y a de plus en plus de personnes différentes, de la diversité, etc., qui publient, qui font des projets et qui se recroisent aussi. mais oui, alors pour moi, c'était important de citer des rappeurs justement parce que pour un peu décloisonner ce truc entre la littérature, c'est de la haute culture et le rap, c'est de la sous-culture. C'est le mot d'Éric Zemmour. Ouais. Donc, moi, j'avais ce truc de les mettre un peu au même niveau, c'est-à-dire en leur donnant la même place dans un livre et surtout de les mettre, tu vois, en début de chapitre, de certains chapitres. Parce qu'en fait, pour moi, ça a nourri ma réflexion. Tu vois, pour moi, la phrase de Diam sur ma France à moi, c'est vraiment quelque chose qui me vient en tête au moment où j'écris ce chapitre-là. Tu vois, c'est pas juste un prétexte, c'est-à-dire que c'est vraiment pour illustrer un sentiment et même quelque chose que j'écoute à ce moment-là. Et oui, et en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc encore de considérer que le rap, c'est pas de l'art. C'est-à-dire qu'il y a encore ce cliché qui veut que le rap, c'est encore des grosses voitures, des femmes à poil dans les clips, etc. Des Et en fait, insultes, de la violence, etc. Ouais, ça revient toujours. exactement. Et par exemple, on pose souvent la question de comment ça se fait que tu écoutes du rap si t'es féministe. Ben, en fait, il y a Un plein de classique. rappeurs. Il y a plein de rappeurs qui n'ont pas de propos sexistes. Il y en a qui ont des problèmes, qui ont des propos problématiques. Et évidemment qu'il faut, tu vois, il faut qu'aussi le rap s'interroge sur lui-même et sur ce qu'il. Oui, mais il y a des propos sexistes dans de nombreux textes de rock et on n'a jamais posé la question qui écoute du rock, quoi. Bien sûr, c'est ça en fait. C'est moi, je réponds tout le temps, mais la misogynie, elle n'existe pas dans le rap, elle existe dans la société. Donc tout ce qui infuse de la société est forcément misogyne, parce que ça fait partie ça n'est pas hors société le rap en fait. Donc c'est un faux procès qu'on fait aux rappeurs parce qu'on considère qu'ils seraient plus misogynes que les autres en fait. Mais on Mais sait pourquoi. oui, bien sûr. C'est pourquoi on considère ça. Mais déjà, parce que moi, c'est tout simplement, dans ma tête, c'est vraiment un truc de culture bourgeoise égale raffinement, élégance, distingué, culture populaire, beauf, vulgaire. Enfin, vraiment, tu vois, pour moi, dans ma tête, ils ont classé ça en termes de 2 colonnes et il n'y a pas de complexité possible. Tu vois. Et alors que moi, justement, je suis dans la recherche de cette complexité-là en mélangeant les deux genres et parce qu'en fait, dans ma tête, ils sont au même niveau. La littérature et les textes de rap, pour moi, me nourrissent de la même manière. Donc, pourquoi je devrais faire une espèce de hiérarchie entre écouter, je sais pas moi, Beethoven, c'est distingué par essence, et écouter Dino, c'est vulgaire. Enfin, je sais pas, je vois pas pourquoi il faudrait faire cette hiérarchie-là. Donc, pour moi, c'est important. Puis surtout que quand même, maintenant, c'est la musique la plus écoutée en France. Oui, non, mais ça fait un petit moment, tu vois, que le rap est la musique qui vend le plus, donc va falloir s'y faire, quoi. Ben, on va pas faire semblant de pas l'écouter. C'est-à-dire que si c'est la première place, D'autant cette musique-là n'est pas écoutée que par nous, en vérité. Non, mais bien sûr. Mais c'est ça, en fait. En fait, c'est justement, pour moi, c'est de la culture générale. Exactement. C'est-à-dire que le rap, maintenant, c'est devenu de la culture générale, puisque c'est le truc le plus partagé par la société, musicalement parlant. Donc voilà, il faut juste. Et puis en plus, il y a ce truc de honte. Moi, c'est peut-être une anecdote qui n'est pas très intéressante, mais je me rappelle en 6e, il y a notre professeur de musique qui nous fait écouter une chanson de Gotham Project. Et je me rappelle, c'était un groupe qui faisait à la fois du rap et du jazz. Et tellement nous, on n'avait pas à l'époque intériorisé que le rap, c'était une musique en fait qui avait sa place comme les autres musiques, il nous a posé la question, il nous a dit, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle cette musique est le mix de quels genres musicaux? Donc, il y a tout le monde qui répond jazz. Et pour la deuxième, on s'est tous regardés en silence. On savait tous que c'était du rap. Le mec rappe dans la chanson, le mec rappe en italien. Donc, c'est du rap. Mais il n'y a aucun. Et pour moi, c'était frappant parce qu'il n'y a aucun de nous qui a osé dire bah, c'est du rap. Parce que pour nous, ça n'avait pas la place en termes de savoir scolaire. Surtout avec opposé au jazz. Enfin, en fait, ces deux musiques sont clairement sœurs, cousines et ont leur place ensemble. Mais le jazz est tellement, tu sais, fantasmé comme le truc de raffinement ultime que bah, quand t'es gamin, tu comprends pas que ça peut aller ensemble et qu'au contraire, c'est pas que ça peut aller ensemble, ça va ensemble de toute façon, quoi. Exactement. Et ça, elle est vraiment frappante. Je me rappelle, c'était en cours de musique et on se regardait en n'osant pas dire, on n'a pas osé dire c'est du rap.
parce que on imaginait que c'était l'institution scolaire et que l'institution scolaire, ça ne pouvait pas parler de rap, ne pouvait pas analyser le rap, ne pouvait pas. Ben, en fait, si, maintenant, il faut accepter que c'est notre culture commune à tous, en fait. Et pour le coup, comme tu disais, ça n'a plus rien à voir avec culture de quartier populaire. Ça l'était peut-être un peu plus dans les années 80-90, tu vois. Mais maintenant, non, c'est plus du tout cloisonné, tu vois, des milieux populaires, le rap. La dernière petite question, alors je pense que tu y as un peu répondu durant la discussion, mais on va condenser tout ça. Est-ce que tu pourrais citer, faire des recommandations, on va dire, allez, 2-3 livres, tes livres de prédilection, ou ceux que tu aimes relire constamment, ou ceux que tu sais que tu recommandes ou que tu offres régulièrement aux gens autour de toi, genre le livre à qui tu saoules tout le monde en disant tiens, lis-le, c'est génial. Ah ben, en ce moment, le livre dont je saoule tout le monde avec, c'est celui d'Alice Zeniter. Moi, je saoule tout le monde avec 3 ans après. Hein. Moi, il y en a qui sont peut-être passés à côté, donc ça peut les aider. Moi, je sais que je l'ai offert à beaucoup de gens et je ne l'ai pas lu. Donc, tu vois, je reprends cette recommandation. Je vais faire le liste de courses. Alice Zeniter, l'art de perdre, on ne le recommandera jamais assez. Mais tout le monde l'a fait, mais James Baldwin, la prochaine fois, le fait, quand on le relit à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est incroyable de le relire maintenant. Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, ça aussi, c'est un de mes livres. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, mais la plume est tellement poétique. Il y a tellement de leçons de vie dans ce livre qu'on ne le recommandera jamais assez. On est plein des livres évidemment, le livre féministe par excellence, King Kong Theory de Virginie Despentes. Celui-là aussi, mes copines, dès que je l'ai lu, j'ai dit il faut que tu lises ça, il faut que tu lises. Tu vas être en colère, il faut que tu lises. Mona Chollet, en fait, on la cite beaucoup pour Sorcière, et à juste titre, mais il y a aussi Beauté fatale, qui est pas mal pour comprendre l'enjeu féministe dans la beauté. C'est vraiment super bien expliqué dans toute la complexité, tu vois. Le fait, par exemple, d'être féministe, c'est de continuer à faire ses ongles ou à mettre du rouge à lèvres, et que c'est pas forcément tant antagoniste que ça, pardon. Je regarde sur ma bibliothèque qui est juste là-bas. donc, je jette un coup d'œil sur ce qui est en avant, parce qu'en général, ce qui est en avant, c'est ce que je recommande. Mais après, voilà, Faiz Again, tous les livres de Faiz Again, Kautararchi, Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Toutes nos autrices incroyables qui ont des plumes dingues, qui ont ouvert les portes bien avant moi. Et moi, je suis juste l'héritière de tout ce flot. Ouais, mais tu tiens la porte ouverte pour les autres après, donc c'est bien aussi. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de garder toutes les portes. Il ne faut pas la casser, parce que je sais que c'est la seule manière d'y arriver. Mais c'est ça, en fait, il faut mettre des coups de pied dans les portes. Moi, on m'a dit ça un jour. La porte, elle ne s'ouvre pas, il faut mettre un coup de pied dans la porte et tu rentres. Donc, voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Nesrine, d'avoir répondu aux petites questions. Ça dure un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est très bien aussi. Donc, je rappelle, Illégitime est sorti, je crois, le 6 janvier. Exactement. Chez Fayard. Au moment où le podcast sera diffusé, de toute façon, il sera toujours en vente, donc vous pourrez quand même aller l'acheter dans votre librairie préférée et favoriser les librairies parce que voilà, c'est sympa. Ouais, c'est pas, évidemment. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, on mettra tous les liens, etc. Et suivre ton travail également. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre entretien avec un lecteur ou une lectrice dans Jamais sans mon livre sur Dialna. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à toi.